pu parler de libéralisme pour montrer une modernisation de la société, pour dire qu'on sortait, par exemple en Amérique latine, de modes de propriété féodaux. Hein, et donc le mot de libéralisme était utilisé pour dire on entre dans le capitalisme, dans une certaine modernité. Voilà. Alors ce mot reste chargé de cette ambiguïté. Il y a un libéralisme politique, par exemple. Aux États-Unis, quand on dit en anglais un libéral, ça veut dire un homme de gauche. Alors quand on parle de libéralisme, on ne sait pas de quoi on parle véritablement. Hein. Il y a évidemment maintenant l'idée d'un pouvoir accordé, pouvoir très important accordé au marché, d'une certaine réduction du pouvoir de l'État, bon, qui est extrêmement discutable. Alors, pour s'en tirer, je crois qu'il vaut mieux parler de néolibéralisme. Hein. On pourrait dire ultralibéralisme pour caractériser le néolibéralisme, mais en fait, tous les termes sont mauvais. Hein. Et en réalité, quand on dit néolibéralisme, on fait référence à quelque chose de précis qui est une nouvelle phase du capitalisme dont j'ai décrit certains caractères. Hein. Malheureusement, on est piégé par les mots. Alors, il y a des gens qui utilisent d'autres terminologies. Moi, par exemple, dans mes travaux, je parle souvent de seconde hégémonie financière, qui est un terme que je préférerais, mais on peut pas, chacun ne peut pas définir ses propres termes, et finalement, le mot néolibéralisme, malgré ses inconvénients, s'est imposé. Dans les premières décennies de l'après-guerre, nous avons une sorte de compromis social qu'on peut appeler compromis social-démocrate. Quelquefois, les économistes l'appellent le compromis keynésien. Enfin, là aussi, il y a des variations de terminologie. C'était une période dans laquelle il y a eu des progrès de pouvoir d'achat, des progrès en matière d'éducation publique, il y a eu des politiques économiques qui avaient pour but d'entretenir le plein emploi, par exemple, enfin tout un ensemble de choses, protection de la couverture sociale, enfin des couvertures des risques de santé, par exemple. Ça n'était pas le paradis. Hein. Mais enfin, de tous ces points de vue, il y avait des progrès qui étaient faits. Ça n'était pas le paradis en ce sens que ces premières décennies de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 70, grosso modo, ont été aussi des périodes de colonialisme. En France, on a les guerres coloniales. Bon, c'est aussi une période de productivisme avec une destruction de la planète. Hein. Donc, ce n'était pas le paradis sur la Terre, mais ça avait certains caractères. Hein. À partir du néolibéralisme, donc fin des années 70, début des années 80, nouvelle violente du capitalisme. Ses moyens sont nouvelle discipline imposée aux travailleurs, stagnation du pouvoir d'achat, de détérioration des conditions de travail. Hein. C'est la discipline avant tout. Aussi, nouvelle discipline, des gestionnaires, des cadres qui gèrent les entreprises. Avant, ils étaient contents d'être les capitaines d'un beau navire, hein, voilà, de faire des belles machines, des beaux produits ou des choses comme ça. Maintenant, il doit être clair qu'ils sont là pour maximiser les cours de bourse. Hein. Il faut faire monter les cours de bourse. Alors on les aide parce qu'on les paye bien, on leur distribue des actions de l'entreprise. Voilà. Donc ce sont tous ces changements-là qui se mettent en place. Au plan des politiques économiques, c'est pareil. D'abord, stabilité des prix. Pourquoi? Parce que la hausse des prix, historiquement, avait tendu à détériorer les revenus des classes possédantes. Hein. Et puis, ça veut dire surtout, au plan international, et là, on va rejoindre la notion de mondialisation, ça veut dire ouverture des frontières commerciales. Le libre-échange devient une sorte de religion. Ça veut dire libre mouvement des capitaux au plan international. On peut investir n'importe quoi, il n'y a pas de contrôle. En Amérique latine, on dit souvent, et c'est très juste, que les dictatures en Amérique latine ont représenté des espèces de laboratoires ou de répétition générale du néolibéralisme. Hein, au Chili, par exemple, le coup d'État de Pinochet, 1973, donc on est avant le néolibéralisme. Margaret Thatcher, donc, ne se prive pas de dire « mon ami, le général Pinochet », et elle disait souvent que c'était son meilleur ami. Hein. Bon, Pinochet, lui, fait venir ce qu'on appelait les Chicago Boys, c'est-à-dire des économistes archi de droite, enfin, qui vont correspondre justement à ces nouvelles idées néolibérales. Pinochet les fait venir au Chili pour transformer l'économie. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en Amérique latine, ces politiques échouent d'une certaine façon, en particulier à cause de la dette des pays de la périphérie. Mais c'est quand même une répétition générale. Donc là, on a une chronologie hein, qui est particulière à l'Amérique latine et avec des caractères très spécifiques. Ensuite, le néolibéralisme va vraiment être imposé en Amérique latine dans les années 90, par exemple en Argentine. Ça va aboutir à la crise de 2001. Le Japon tarde beaucoup à entrer dans ce modèle.
Les États-Unis rentrent massivement, et ça va être très important. L'Europe tarde un peu, mais nous sommes des bons élèves du néolibéralisme, des bons élèves du modèle américain, hein, et finalement, on va rentrer à l'intérieur de ce modèle, nous aussi.